Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très très fan de comédies romantiques. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Bonjour chers amis, aujourd'hui on commence une série hyper spéciale avec une invitée hyper spéciale, ma petite cousine Noéline. Coucou Noéline. Salut tout le monde. Alors Noéline a 15 ans et demi, bientôt 16 quand on enregistre, et elle est passionnée de sexualité comme sa grande cousine, n'est-ce pas? Et en fait elle va faire avec moi quelques épisodes sur la sexualité, en particulier comment on éduque les adolescents sur la sexualité, donc ça va être trop intéressant. J'ai juste trop hâte de ce qu'elle va partager avec nous. Et voilà, on va faire une série d'épisodes, donc celui-ci c'est le premier, et puis on en aura plusieurs à venir. Donc déjà envoyer plein de force à Noéline parce qu'elle est hyper courageuse de faire ses audios avec nous et ça va être super cool. Du coup, Noéline, est-ce que tu peux déjà te présenter, dire un peu qui t'es, tu vois, quel âge t'as, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie? Bon, j'ai dit ton âge, mais tu vois, genre présente-toi en mode bonjour, tout ça. Salut tout le monde, je m'appelle, comme dit Kiro Noéline, mon surnom c'est No. No, tout court. Je trouve ça assez stylé. Je suis une personne assez good vibes qui aime bien la vie comme elle est, on va dire, et qui a comme devise tout détaboutisé. Tout détaboutisé. En fait, elle a inventé un mot qui est détaboutisé. Tu sais qu'on dit détabouisé? Ça existe en fait. Ah bon? Ouais. J'apprends quelque chose. Je vais garder mon petit détaboutisé. T'aimes bien détaboutiser? Oui. Et c'est parce que tu aimes tout détaboutiser que tu t'intéresses à la sexualité? Oui, de base c'était une sorte... on m'a poussée en quelque sorte. Et ensuite ça a été une envie d'aider et pour finir de détaboutiser. Qu'est-ce qui t'a poussée à t'intéresser à la sexualité? Quand on a besoin de parler de ça, quand ça vient à toi, tu commences à faire des recherches et tu essaies de t'intéresser. Si je veux partager avec toi, avec vous, une petite story time, j'ai connu quelqu'un durant une colonie de vacances, que je fais beaucoup de colonies de vacances, et on ne s'était pas parlé, ça faisait au moins 2 bonnes années, et elle me contacte pour me dire que je me souviens que tu avais assez une liberté de pensée et d'esprit et que je pense que quand je t'ai retrouvée dans mes contacts, tu es l'une des seules personnes à qui je peux parler sans qu'il y ait réellement de conséquences parce que je ne sais pas où elle habite, je ne connais pas ses contacts, donc réellement ça restera... Il y aura aucun effet négatif en tout cas pour elle. Donc elle m'a parlé, elle m'a dit qu'elle complexait énormément, qu'elle pensait à faire sa première fois avec son petit copain qu'elle partageait à ce moment-là et qu'elle avait besoin d'aide parce qu'elle était réellement trop frustrée. On a beaucoup parlé et j'ai vu qu'elle se reniait beaucoup en tant que femme, elle reniait son corps, même son esprit et je trouvais ça assez grave. Je me dis quand même 17 ans, tranquille. Ouais, 17 ans, ouais. C'est un peu tôt pour se mettre une telle pression c'est tout le contraire du body positive. Ouais. Alors que je trouvais que ça n'avait pas vraiment lieu d'être, que franchement t'es belle, je sais que t'as une très belle personnalité, donc crois en toi et confiance en toi. Et on a passé beaucoup de temps à discuter comme dit. La chose principale qu'elle m'avait appelée, c'est qu'elle n'aimait pas sa vulve. Elle complexait beaucoup sur ses lèvres.
et elle savait pas du tout à qui elle pouvait parler. Donc j'ai des séries Netflix, suite à une série Netflix qui s'appelle Bonding, que je me souviens que le personnage principal, avec une de ses amies, lui avait demandé de prendre un petit miroir de chambre qu'on a toujours sur notre table de chevet et de le placer entre ses jambes et de lui décrire ce qu'elle voyait. Donc j'ai demandé de faire pareil à mon amie. Super. Et au début, c'était pour elle un peu gênant. Donc ça a pris un peu de temps, on a encore beaucoup discuté. Et elle a commencé à me décrire ce qu'elle voyait, mais réellement, sans après réinterpréter. Juste décris-moi ce que tu vois. Après, elle a commencé à me dire que c'était extrêmement difficile pour elle de décrire, de regarder même, et que ça la dégoûtait totalement. Son corps la dégoûtait au plus haut point. Et c'était un travail de longue haleine. Ce jour-là, je me souviens que j'ai fait l'un des plus longs appels de ma vie. Et quelques mois après, elle m'a recontactée et elle m'a dit merci. Elle a dit que elle l'avait fait, que ça s'était très bien passé, que son copain était également très compréhensif et que j'ai pu aider quelqu'un. Ouais. C'était cool. Bravo ma chérie, je suis trop fière de toi, c'est trop bien. Et en fait c'est là où tu t'es dit la sexualité c'est important, parce qu'il y a des personnes qui souffrent et qui ont personne vers qui se tourner. Oui, malheureusement. Et des gens de ton âge aussi, tu vois, elle a quelques années de plus que toi, mais tu vois, ado pareil, qui avait personne à qui parler, et t'as pu l'aider parce qu'elle savait que t'allais l'écouter sans jugement et sans conséquence, tu vois, c'est hyper important. Peut-être que t'es une future sex coach. Peut-être. Moi, j'essaie de la pousser dans des directions, mais bon, je me retiens. Donc c'est trop cool. Et à partir de là, toi, t'as commencé à t'intéresser à la sexualité. Et est-ce que avant ça t'intéressait? Je pense que j'ai commencé à m'intéresser à la sexualité à l'âge de 10 ans. On est tous, au fond, et parfois les parents ne le savent pas, on est tous attirés, intéressés par la sexualité, par sa sexualité, par le mot sexe, très jeune, parce que déjà il y a les réseaux sociaux. Donc à 10 ans, j'ai commencé à m'intéresser. Tout le temps, on se dit, tiens, dès le plus jeune âge, tiens, ça fait du bien, tiens, ça j'aime bien, tiens, ça j'aime pas. Et tu sais pas réellement mettre un mot dessus. Là, quand je me touche là, ça fait du bien, là, ça fait quelque chose. Mais il n'y a pas de mot, de définition pour mettre quelque chose dessus. Et c'est à l'âge de 14-13 ans que j'ai commencé mes recherches sur la sexualité. Cool. J'ai commencé par TikTok. Ah ouais, sur TikTok, t'as trouvé beaucoup de choses. Les réseaux sociaux, bien évidemment. J'ai commencé à suivre des sexothérapeutes, des sexologues, des sex shops, des TDS. Et le fait qu'il y avait réellement un body positive que les adolescents recherchent énormément, qu'on pouvait parler librement, qu'il y avait une communauté sans jugement et qui était là, qui voulait apprendre, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai continué à suivre. C'est trop bien. Et du coup, pour toi, tu as commencé à faire tes recherches parce que tu avais cette amie qui avait besoin d'aide, donc tu t'es dit, ok, il doit y avoir des problématiques qui ne sont pas couvertes. D'ailleurs, c'est assez spécifique, hein, ce qu'elle a vécu, c'était un dégoût de son corps et c'est pas comme si on t'apprenait ça à l'école, tu vois, comment j'accepte mon corps et tout, c'est pas des choses qu'on apprend. Et je me demandais si, est-ce qu'avec tes parents, tu avais déjà parlé de sexualité? Est-ce que tu as reçu une éducation sexuelle de leur part et à quoi ça ressemblait pour toi? Quand j'ai commencé mes recherches au tout début, j'en ai pas parlé avec mes parents, c'est juste quelque chose qui m'intéressait moi. Par contre, ils ont acheté mes livres, ils étaient tout à fait d'accord avec ça et ils trouvaient assez intéressant que je m'y intéresse. La première chose en relation à l'actualité que j'ai eue avec eux, c'est comme toute personne, à un moment, on te matrixe que tiens, t'as pas regardé ça. Tiens, pourquoi t'es pas encore allé sur ce site de pornographie? Ah, tu parles de tes amis ou à l'école, ouais. On te matrixe beaucoup avec ça. Et par exemple, moi j'ai emménagé en Guadeloupe en CM2. D'accord. Et il y avait déjà une culture, en tout cas, du sexe que moi je n'avais pas du tout en France. Et que j'ai appris. À l'école, on appelait ça tu apprends la perversité.
D'accord. Donc tu apprends la perversité au CM2, t'as quoi, 9 ans? 9 Oui, à ans, peu 10 près. ans, ouais. Et les personnes perverses Hmm. étaient bien vues, genre cool. C'est quoi perverse? Tu vas faire des bruits bizarres directement en classe comme ça. Hmm. Tu vas avoir beaucoup plus de facilité avec la tactilité. Hmm. Tu auras beaucoup d'allusions sexuelles par rapport aux autres. Et Donc un peu comme si tu mettais ta sexualité en scène, tu performais oui, un petit peu. voilà. Ouais. Personnellement, j'ai rien contre ça. Après, moi, je venais de métropole, donc j'ai pas trop compris en arrivant là. Et par exemple, j'ai appris qu'est-ce qu'était une nude en cinquième, alors que d'autres le savaient. Non, mais je le sais depuis le CE1. T'es grave innocente, elle doit être innocente, c'est mal. Ah oui, donc en fait, c'était un petit peu... Ouais, être innocente, ne pas être exposée à la sexualité comme ça, c'était mal. Oui, tout à fait. Ok. Donc là, toi, t'as commencé à être exposée très tôt au final. Et eux encore plus tôt, Oui. mais toi, ouais, très tôt. Et là, c'est des choses que t'as partagées autour de toi ou juste vous en parlez à l'école et... M'en parlait à l'école. Hmm. C'était une sorte de culture, t'avais des mentors. Ah ouais? Oui, des mentors qui t'apprenaient la perversité. Et ça ressemblait à quoi pour eux? Est-ce que ce sont des gens qui, à cet âge-là, donc on parle cinquième, c'est quoi? C'est 11 ans. 11-12 ans, est-ce qu'ils avaient par exemple des rapports sexuels ou est-ce qu'ils faisaient déjà des choses? Pas le moins du monde. Pas le moins du monde. Ah, ils faisaient rien? Rien du tout. Ils en parlaient juste? Oui. D'accord. Donc on parlait beaucoup, mais on faisait pas forcément. Après, c'est par la suite que j'ai appris que certains avaient fait en quatrième, cinquième, mais c'est vraiment une toute petite minorité. Ouais, c'est pas beaucoup de personnes, c'est pas courant. Donc on en parle beaucoup, on fait pas forcément, mais ça devient, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça commence à être dans les esprits. Oui, et c'est pour ça que moi, je pense que l'éducation sexuelle des enfants, elle doit commencer dès la naissance, mais la vraie sexualité, genre dès 8-9 ans, faut en parler. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu es au collège, c'est terminé, quoi. T'es exposé à beaucoup de choses. T'as ressenti ça aussi? Tout à fait, oui. Et du coup, donc toi, tu as commencé à parler à tes parents vers 13-14 ans. Est-ce qu'avant ça, ils ont essayé de te parler ou c'était tranquille? C'était tranquille. La seule conversation que j'ai eue avec eux, c'était à l'âge de 12 ans. J'étais tombée sur des images Google de personnes en train de coïter, ça se dit de faire un coït. Et mes parents m'avaient surpris et m'avaient grondée en quelque sorte. C'est la seule chose que j'ai eue. Mais je m'en souviens très bien parce qu'il m'avait dit: je suis très déçue de toi. Très 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 déçue. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu réellement une frustration à regarder toute scène sexuelle parce que je voulais pas décevoir mes parents. Et est-ce que ça, c'est une chose qui a changé après Est-ce que le fait que tu aies regardé ça, est-ce que du coup, dans ton cerveau, tu as associé au fait que le sexe était peut-être mal ou, non, pas forcément. Mais en tout cas, après ça, ils étaient ouverts à ce que tu t'éduques. Plutôt que de regarder des scènes, ils étaient plus ouverts au fait que tu lises des livres et que tu fasses ton éducation. Donc ça leur convenait mieux. Oui, ça leur convenait bien mieux. D'accord. Et je me demande, par exemple, quand tu as eu tes règles, est-ce que tu as eu une conversation sur le sujet ou pas? Non, pas vraiment. On m'a expliqué comment les protections hygiéniques, que maintenant je peux tomber enceinte, mais tout ça je le savais bien avant, donc ça a été juste des petites phrases de rappel. Ouais, ça c'est des choses que tu as apprises. Ok, donc on se dit que tu as 13-14 ans, tu commences à faire tes recherches, tes parents t'achètent des livres, ils soutiennent le fait que ça t'intéresse et tout. Et quel impact ça a eu sur ta vie de faire ton éducation sexuelle? Qu'est-ce que ça a changé pour toi, peut-être pour tes amis autour de toi? Personnellement, ça a changé beaucoup de choses. Personnellement, dans ma vision du monde, dans ma vision de moi-même, je me sentais beaucoup plus épanouie parce que je trouve dans la sexualité quelque chose de réellement intéressant et qui me permet réellement de comprendre beaucoup de choses. Je suis vraiment épanouie quand je parle de sexualité avec d'autres personnes, que je peux débattre de ça. Quand j'ai commencé mes recherches, je suis arrivée dans un énorme boulevard avec beaucoup de chemins, chaque chemin avait des buildings. La sexualité, c'est pas que charnel, on peut ressentir ça quand on fait ça, le plaisir, c'est ça. Donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je voulais visiter tous les buildings qui pouvaient, je voulais emprunter toutes les routes et voir laquelle me conviendrait le mieux, si je pourrais aider les autres à prendre la bonne voiture pour aller dans le bon building, ou le building, en tout cas le bon, celui qui me conviendra le mieux. Et ça me passionne directement. Par rapport à mes amis,
Mes amis de sexe masculin ont trouvé ça très très bizarre. Ouais. Pourquoi tu t'intéresses à ça? C'est bizarre, etc. Mais je comprenais pas parce que quelques années auparavant, un an auparavant, c'est vous qui pavaniez en disant que j'ai, je cite, fait des ébats avec ta mère. Ah oui, ouais. D'accord. Il y a toutes les insultes avec la mère et je sais pas quoi. Donc il y a Voilà. toutes ces insultes-là et en même temps, quand t'es une fille et que tu veux t'éduquer, on te demande pourquoi tu t'éduques. Donc, Oui, voilà. ouais, là il y a clairement un double standard où quelque part la perversité entre guillemets, on en parle, on en rigole, on fait des blagues, mais à partir du moment où quelqu'un s'éduque sur le sujet sérieusement, ben c'est bizarre. Ça coince. Ça coince. Et qu'est-ce qu'ils trouvent bizarre en fait? Que je m'intéresse à ça, que je regarde des images, que je regarde des livres avec des schémas, mais ce ne sont que des schémas, que je lise tout court, que je m'informe, parce que surtout qu'on se dit que c'est le sexe masculin, je pense que pourquoi une fille s'informerait alors que moi je pourrais lui apprendre? Ah, c'est ça. Donc tu penses que les garçons se disent, les filles n'ont pas besoin de s'éduquer sexuellement puisque moi je suis l'homme et je sais tout, je vais lui apprendre. Et est-ce qu'ils savent des choses? Ils savent des choses, mais beaucoup sont faussés. Beaucoup sont faussés par rapport aux idées reçues, aux idées popularisées. Par exemple, avec le porno, les idées faites, les films américains, l'éducation sexuelle, qui donnent parfois des fausses idées, malheureusement. Dans le porno, par exemple, on trouve deux catégories de porno. Le porno fast-food et le porno à plus type éducatif, entre guillemets. Érotique, éducatif, ouais. Où c'est plus réaliste, en tout cas. Je pense, par exemple, aux productions d'Erika Luss. Ouais, que j'aime beaucoup, ouais. Donc, c'est deux choses différentes. Et les garçons ont plus tendance à regarder le Pornhub. C'est le géant que tout le monde connaît, que tout le monde... que tout le monde parle à tout va. Donc parfois ils vont essayer des choses qui peuvent mettre en danger eux et le ou la partenaire qu'ils ont en face. Donc c'est un peu dangereux, le manque d'information encore. C'est un peu comme être dans une pièce noire. Et l'information c'est la lumière. Si tu restes dans le noir, tu prends des objets, tu sais pas ce que c'est. Ça peut être très bien, ça peut être très mauvais. Carrément. Alors que quand tu as la lumière, tu vois tout ce qu'il y a dans la pièce, tu vois qu'est-ce que tu peux prendre ou pas. Et si par exemple tu n'aimes pas cette pièce, tu changes de pièce. Tu sais, c'est trop intéressant ce que tu dis. Je trouve que c'est fascinant. Et merci de partager avec nous parce que toi, t'as le pied dans le lycée, donc tu peux vraiment dire ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est dangereux parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Déjà, c'est par des adultes qui sont des acteurs, qui sont dans des circonstances qui sont pas naturelles. Et beaucoup de jeunes vont répliquer ça. Et je me demande pour toi, à partir de quel âge les jeunes sont en général exposés au porno? À l'âge de 7 ans. 7 ans? Tu dirais qu'à 7 ans, la plupart des enfants ont vu un porno. Pourquoi ça? Déjà, il y a la famille, les cousins, les cousines, ils ont entendu ça, ils ont entendu leurs parents, ils ont vu quelque chose. Et Internet est réellement présent, tout le monde peut avoir accès à Internet, il est très facile d'aller chercher comme information. Qu'est-ce que ça veut dire bit? Qu'est-ce que ça veut dire cul? Ça veut dire quoi, cunilingus? Tu vas chercher ça, il y a Google. Tu tombes sur les images, vidéos, voilà, réglé. Tu parles à Google si tu sais pas comment l'écrire et c'est réglé. Et là, tu vois quelque chose qu'on t'a toujours dit interdit, parce qu'il faut dire que les maternelles, ils ont beaucoup tendance à dire fesses, kiki, zizi, caca, tout ce que tu veux. Tout petit, Et on te dit fais attention. Tout le temps, la plupart des parents vont dire fais attention que personne touche ta cocotte, que personne touche ton zizi. Tu te oui, c'est interdit, genre c'est sacré, personne doit, etc. Donc, quand tu arrives à un endroit où c'est tranquille, tu vois des gens toucher ça comme ça, etc., tu vois que ça fait plaisir, que ça fait du bien, tu te dis, continue à regarder. Ouais, c'est ça. Et donc, toi, tu dis 7 ans, waouh. Oui, il y a beaucoup de personnes. C'est pour ça que l'éducation des sexuels des enfants est très très importante. Ça va beaucoup plus vite et plus tôt qu'on croit. Pour moi... je pense que les parents sous-estiment largement à quel point leurs enfants sont exposés. Parce que moi, je me rappelais quand j'étais maternelle primaire, il y avait déjà des histoires. Tu vois, au primaire, t'as moins de 9 ans. T'as déjà des histoires. Au collège, n'en parlons pas. À partir du moment où t'as mis le pied en 6e,
il y a des troisièmes qui sont là, c'est fini. Et c'est pour ça que dès la naissance, une éducation sexuelle, 3-4 ans, commencer à comprendre ton corps, le consentement, toutes ces choses-là, pour que quand tu arrives à 7 ans devant un porno, tu dis « Oh, c'est juste un pénis et une vulve ». Tu vois, et mes parents m'ont expliqué, et puis mes parents m'ont déjà dit que c'est pour de faux à la télé. Et, tu vois, mais ça, c'est des choses... Dès la naissance de ton enfant, il faut que tu aies limite un plan d'éducation sexuelle pour lui, parce que... Il n'est jamais trop tôt, il est toujours trop tard. Ouais, c'est ça, punchline. Mais il n'est jamais trop tard non plus. Non, parfois il est trop tard. Mais parfois il est trop tard. Mais on espère que ce trop tard n'arrive pas. On espère que ça n'arrive pas. Et donc, ma question, c'est, tu disais que tes amis qui étaient des garçons ou des personnes de sexe masculin trouvaient ça bizarre, et les filles autour de toi. Comment c'est pour elles que toi, tu sois quelqu'un qui ait ces connaissances-là? Pour les filles autour de moi, ils trouvent ça plutôt intéressant, fascinant. Et elles aussi, elles veulent apprendre. Elles veulent s'informer. Ah, je savais pas ça. Oh, ça, c'est pour ça que je ressens ça. Je veux comprendre. Et ça peut passer, elles s'informent sur leur corps, sur le corps masculin. Et j'ai trouvé qu'avec le fait que je me sois informée, je me suis informée sur la sexualité et ça a eu un déclic sur la masturbation. Ça a été quelque chose comme ça, parce que la masturbation est très tabou. Donc tu veux dire que ça a emmené ta réflexion sur la masturbation? Oui, je me souviens, au collège, une fille avait fait le signe de la masturbation, tout le monde connaît, personne ne fait. C'est quoi le signe de la masturbation? Le signe de la masturbation, c'est les... Dis-moi, montre-moi et je vais décrire. Comme ça, et tu bouges les deux. Ah, donc tu mets... Donc t'as ton majeur, ton annulaire, qui sont baissés, et tu les bouges. Voilà. Ah, ok. Moi, j'aurais fait ça, hein, c'est plus pratique. Index et majeur, mais bref, chacun son truc. Et on l'avait jugé, oh, tu te masturbes, oh, c'est bizarre. Certains garçons disent, oh, c'est dégoûtant. Alors qu'un garçon qui se branle plein de fois, ça attire. Ah ouais, ça attire? Oui, waouh, tu t'es branlé plein de fois, waouh, t'es chaud. C'est vrai, et les garçons, bien sûr, ils parlent de ça beaucoup plus librement, très tôt. Ouvertement. Ouais. À partir de quel âge les garçons parlent de masturbation, par exemple? Je dirais 10 ans. À partir de 10 ans, ça y est, ils peuvent en parler librement aux copains. Et les filles? Presque jamais. Non, même l'histoire du jet d'eau, non. Même pas le jet d'eau? Non. Quoi? Tu vois, non, mais en fait... Et est-ce que tu penses que c'est parce qu'elles le font pas, ou elles le font et elles en parlent pas? Elles le font, mais elles en parlent pas. Et de quoi elles ont peur quand elles en parlent pas? Déjà, on a diabolisé le sexe de la femme, ouais. Que c'est sale, que c'est dégoûtant. Donc, le toucher, faire des choses avec, c'est bizarre. C'est pas très normal. Ouais, c'est ça. Alors que tout le monde le veut, mais bref. Oui. Pas logique. Ouais, et donc du coup, il y a cette diabolisation. Puis peut-être elles ont peur qu'on les juge si on l'apprend. C'est vraiment un gros gap entre la sexualité masculine et la sexualité féminine. Enfin, là, on parle de personnes cis, hein, on parle pas de personnes trans, parce qu'on est un petit peu en train de généraliser. Mais en tout cas, entre les porteurs de pénis et les porteurs de vulve, il y a vraiment un gros gap qui est très dommage. Et c'est aussi avec, je trouve, le gap, je trouve que c'est avec la propagande du pénis. Ouais. Dès la maternelle, on va avoir des dessins de pénis. Un enfant va dessiner peut-être quelque chose que pour l'instant il ne reconnaît pas. Il a vu son frère, sa sœur dessiner ça. Donc directement, ça va être une propagande du pénis. On va par exemple diviniser. Une divinisation. Waouh, tu as un gros membre. Déjà, c'est le complexe des garçons. Waouh, tu es chaud. Waouh, tu as déjà fait ça. Waouh, tu te masturbes tant de fois. Donc, tu peux. C'est tout un univers. Et le fait qu'il y a toujours des pénis partout, sur toutes les portes des toilettes de l'école, sur tous les bureaux, sur toutes les chaises, partout, ça divinise le sexe masculin. Oui, et comme le sexe des garçons est divinisé de la sorte, forcément, celui des filles, on le voit beaucoup moins, on en parle beaucoup moins, comme s'il était inimportant et inexistant. Et donc, une fille qui va s'intéresser à son sexe tout de suite,
Voilà, elle est cataloguée. C'est hyper dommage, je trouve. Et j'ai l'impression que souvent, on va plus facilement, tu vois, quand on est ado entre 15, 16, 17, 18 ans, on va plus facilement aller coucher avec quelqu'un quand on est une fille que d'aller se donner du plaisir seul d'abord, tu vois. Oui. Et c'est quand même fou parce que quelque part, tu vas donner ton corps, tu vas donner ton sexe à quelqu'un d'autre. Mais pour toi, ça, c'est plus normal que de toucher toi. Mais ça vient du fait que ça a été... on nous a formaté comme ça, quoi. On nous a formaté comme ça. Ok. Et là, t'en es où de ton éducation sexuelle? Qu'est-ce que t'as envie d'apprendre? Qu'est-ce que tu trouves intéressant? Qu'est-ce qui t'a fait continuer? Parce que déjà, t'as appris beaucoup de choses, t'aurais pu t'arrêter là. Qu'est-ce qui fait que t'as continué à faire tes recherches? Ce qui m'a fait continuer mes recherches, c'est que j'ai vu qu'il y avait des petits sentiers battus, en quelque sorte. Tu avais certains fantasmes ou déviances dites sexuelles par la société. Par exemple, il est beaucoup... En tout cas, moi, en tant qu'adolescente de 15 ans, j'ai vu, par exemple, le BDSM beaucoup diabolisé. Alors, c'est une pratique sexuelle comme les autres. Oui. Donc, j'ai voulu apprendre toutes les pratiques sexuelles existantes, que ce soit le kinky ou autre. Et ça m'a intéressée. Et je continue mes recherches parce que c'est très, très, très... Parce qu'en fait, tu tires des fils et t'apprends des choses, et t'apprends des choses, et t'apprends des choses. Et ce qui est bien, c'est que ça fait que plus tard... Enfin, je trouve que ça te rend quelqu'un de hyper apaisé, tu vois, et hyper avec beaucoup de compassion pour ses amis, parce que t'apprends beaucoup dans les livres, tu partages avec eux, tu leur dis ce qui se passe. En fait, ton éducation sexuelle, tu l'as faite dans les livres. Et je me demande si... on va faire un autre épisode plus long sur le sujet, mais qu'est-ce qui aurait pu t'aider sur ton chemin? Est-ce que tu as trouvé toutes les ressources dont tu avais besoin et tu peux nous en partager quelques-unes, tu vois? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait t'aider ou là tu rencontres un peu un mur et tu te dis, je sais pas trop? Je pense que j'ai pu trouver toutes les sources. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de sources, mais déjà Internet, c'est déjà pas mal. Il y a plein de références pour des livres, pour des sites. Donc, c'est assez facile de s'informer. Il y a des personnes qui parlent sur Internet et des formations. Donc, c'est pas mal. Mais je pense que c'est par rapport aux autres adolescents qui peut-être ne savent pas... Même si Internet est partout, ne savent pas où chercher. Parce que moi, je fais beaucoup de temps à avoir les bonnes sources. Donc, je pense que ce serait bien qu'il y ait des choses mises à leur disposition. Ouais, qui soient directement... tiens, voilà. Ça, c'est pour toi. Et est-ce qu'il y a des livres qui t'ont aidé, par exemple? J'ai beaucoup appris avec Jouissance Club. Ouais, qui a un super compte Instagram aussi. Ouais, donc, elle a fait un livre qui est hyper cool. Je trouve que tout ce qu'on peut trouver dans ce livre est intéressant. Que ce soit plaisir féminin, que ce soit plaisir masculin, que ce soit plaisir à deux. Donc c'est une très belle référence, c'est un très bon livre que j'ai pu avoir. La plupart du temps, je suis des sexologues, des sexothérapeutes et des personnes qui étudient en sexologie. Mais sur TikTok, Instagram, sur TikTok, tout ça. Par rapport... j'ai appris beaucoup sur la sexualité sur les réseaux sociaux. J'avouerais qu'il y a vraiment... On dit que les réseaux sociaux sont un danger par rapport à la sexualité parce qu'on peut avoir beaucoup d'idées reçues. Et j'ai réussi à avoir les bonnes sources. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Maintenant que tout est numérisé. Donc c'est pas mal. Les livres que j'ai lus, surtout, c'était sur le développement de soi, de sa spiritualité et de son être en tant que femme. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est intéressant pour toi. Oui. Et tu dirais quels sont les réseaux sociaux qui sont les meilleurs pour parler de sexualité aux ados pour toi? Je dirais YouTube. Parce que les vidéos sont beaucoup plus longues. D'accord. Peuvent être scénarisées, animées de différentes manières. Et je trouve ça très intéressant. Et tu penses que les jeunes de ton âge, ils iraient sur YouTube chercher s'ils savaient où chercher? Non, YouTube, maintenant, c'est beaucoup trop long. Ah ouais. C'est pour ça que beaucoup de youtubeurs vont sur TikTok pour mettre un petit a priori de ce qu'ils font sur leur chaîne et tu peux accéder à leurs liens. Donc une petite promotion.
Et Instagram. Ouais, Instagram est toujours une référence, ça veut dire. Instagram, YouTube et TikTok. Super. Merci beaucoup Noéline pour toutes ces informations sur comment toi tu as fait ta propre éducation sexuelle. Donc les informations sont là. Ce que tu dis c'est que les informations sont là, donc on peut les chercher. Mais les jeunes de ton âge vont pas forcément les chercher. Ouais. Et donc il faudrait trouver un moyen de leur mettre à disposition. Voilà. Et les parents ont un rôle à jouer dans ça aussi. On en parlera dans un autre épisode. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Noéline, j'espère qu'il vous a plu. Et en fait, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous m'écriviez sur Instagram ou par email pour me dire ce qui vous a touché dans l'épisode, comme ça je pourrais partager avec elle. Parce que c'est une enfant exceptionnelle, elle a un grand cœur, elle est adorable, elle est généreuse, elle est absolument brillante, mais ça vous avez pu le voir par vous-même et j'adorais lui partager ce que ces mots ont permis et comment ils vous ont touché parce que je sais que ça c'est important pour elle. Donc n'hésitez pas à me dire soit en MP sur Insta, soit par email ce que ça vous a fait et je me ferai un plaisir de partager. Merci beaucoup, à très bientôt.